Bonjour et bienvenue dans le temps de la transformation, le podcast qui donne de la perspective à la transformation digitale. À chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui témoigne en 15 minutes de son contexte et de son expérience. Je suis Xavier Herman, partenaire transformation digitale du cabinet iDev, et aujourd'hui, je reçois Pierre Callard, directeur général de Léosphère pendant plus de 10 ans, une pépite high-tech française sur un marché de niche. Bonjour Pierre, vous pouvez m'expliquer déjà un petit peu votre rôle et le métier de Léosphère ? Tout à fait. Bonjour Xavier. Donc merci de me recevoir. Donc en fait, on va parler de la société Léosphère, qui est une entreprise technologique de 30 millions de chiffre d'affaires et à peu près 120 employés, qui est basée sur le plateau de Saclay. Léosphère développe, fabrique et vend des lidars. Alors qu'est-ce que c'est que le lidar ? Le lidar, en fait, c'est un instrument, c'est un système de haute technologie laser qui permet la mesure à distance du vent et la caractérisation des aérosols qui sont présents dans l'air. Donc, les principaux marchés, les principales applications donc du lidar, c'est l'industrie éolienne pour la mesure du vent. Ça paraît évident de vouloir connaître le potentiel éolien d'un site ou la performance d'une ferme éolienne en mesurant très précisément les données de vent. Et puis un autre marché est le trafic aérien pour la mesure de phénomènes dangereux comme les cisaillements de vent, les turbulences et tout ce qui peut soit atteindre la sécurité, soit la rentabilité des aéroports, justement par la mesure très fine de ces phénomènes. Puis le troisième grand marché, on va dire, c'est la météorologie, climatologie, tout ce qui est effectivement mesure de ce paramètre essentiel dans la prévision météorologique qui est pareil le vent. Alors, à Léosphère, mon rôle, j'ai été directeur général de l'entreprise de 2009 à 2020, avec des fonctions finalement assez opérationnelles, puisqu'on se partageait la direction de l'entreprise avec le président, Alexandre Sauvage, qui avait pris des fonctions plus orientées sur la stratégie, le marketing, le développement de l'entreprise, et moi qui, on va dire, pilotais plus directement l'opérationnel, le management de l'entreprise. Ah ben alors c'est parfait parce que justement, moi j'allais vous poser, comme on est dans le podcast, le temps de la transformation. Ma question évidemment, c'est est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce contexte de transformation pour vous ? Alors oui, alors là il faut remonter un petit peu aux origines de l'entreprise pour comprendre. Léosphère a été fondée en 2004 par deux frères, Alexandre et Laurent Sauvage. Et ils avaient comme objectif de fournir à l'industrie justement ces fameux lidars, ces instruments laser, de façon à la fois à permettre à l'industrie de tirer le plus grand parti, le plus grand potentiel de l'atmosphère, mais aussi de la protéger de ces dangers. On a parlé des cisaillements de vent, des tempêtes, des tornades, etc. Donc c'est vrai que la mission de l'entreprise est née autour de cette vision-là. Donc de start-up technologiques basées sur le plateau de Saclay, soutenues par l'ONERA, par le CEA, par le CNRS, par la BPI à ses débuts, comme une vraie pépite, Léosphère est en fait rapidement devenue une entreprise de croissance, une belle PME. En moins de 10 ans, s'est retrouvée parmi les 320 000 entreprises qui ont été créées en 2004, comme étant finalement lauréate, c'est-à-dire l'entreprise dont la stratégie, la qualité des choix, l'expansion à l'international et la vitesse de croissance a été jugée comme la meilleure en France. C'est quand même une belle performance, une entreprise qui en 2014 faisait près de 15 millions de chiffre d'affaires, qui avait 120 employés et qui, justement, 10 ans avant, était une toute petite start-up qui vivait dans un Algeco. Donc, on se retrouve en 2014, après une ouverture de capital en 2013 pour justement un projet industriel, face à un vrai défi. Comment atteindre ce qui était l'objectif, c'est-à-dire comment atteindre les 30 millions de chiffre d'affaires en 2020, sachant que ces fameux 30 millions de chiffre d'affaires, en passant donc de 10 à 30 ou de 15 à 30, doubler les chiffres d'affaires, il fallait peut-être multiplier jusqu'à 10 fois le nombre d'instruments produits. Donc on voit bien la transformation nécessaire. C'est pour ça qu'on appelait ça, l'investissement était appelé projet industriel.
c'est pas un projet financier, c'est un projet industriel. Donc la transformation se situe là, autour du passage d'une société de haute technologie qui fournit des systèmes très sophistiqués à prix élevé et forte marge, vers une entreprise qui fournit de manière globale des systèmes en plus grande quantité, avec des prix évidemment plus faible marge. Donc l'enjeu était de réussir ce pari industriel. En fait, on est parti d'une entreprise scientifique avec des docteurs qui fabriquaient des instruments à l'unité pour arriver à une entreprise capable de sortir en série des équipements d'une grande fiabilité, à prix contenu, capable d'être installés sur des éoliennes et de ne pas tomber en panne pendant des années et de répondre à toutes les exigences. Donc d'être vraiment un acteur industriel de référence pour des milieux qui ne plaisantent pas. L'éolien, le trafic aérien, la météo, c'est du sérieux. D'accord, je comprends bien. Alors du coup, à partir du moment où cette décision est prise, vous avez rentré des nouveaux investisseurs, donc vous avez des velléités évidemment de croissance forte et de bascule de votre modèle. C'était quoi les options sur la table pour vous? Curieusement, il n'y avait pas d'option. Parce que les marchés de l'éosphère, le potentiel de croissance de l'éosphère se situait, comme on l'a dit, se situe toujours d'ailleurs, sur l'industrie éolienne, sur le trafic aérien et la météorologie. Et les deux marchés de croissance, c'était l'éolien, parce que multiplication du nombre de parcs éoliens sur la planète, et le trafic aérien, parce que multiplication du nombre d'aéroports. Et quand on regarde où se situe cette multiplication, c'est en Chine. Donc, si l'éosphère voulait croître, il fallait qu'elle soit présente en Chine pour pouvoir bénéficier de cette croissance colossale du marché chinois dans ces deux domaines en particulier que sont l'industrie éolienne et le trafic aérien. Et juste deux chiffres pour se rendre compte, la Chine représente 50% de la croissance de l'industrie éolienne dans le monde. Et la Chine doit représenter quelque chose comme 80% de la croissance en aéroport de taille internationale, à plus d'un million de passagers par an. On parle de plusieurs centaines de créations d'aéroports, alors que le reste du monde ne crée quasiment plus aucun aéroport. Donc la croissance était là. Donc pas d'option. Il faut réussir la conquête du marché chinois. Les options, c'était plutôt, c'est comment on va y arriver. Voilà. C'est ce que j'allais dire, parce que finalement, il y a plusieurs approches possibles. Il y a le fait juste de dire, je veux m'installer en Chine parce que mon marché est énorme là-bas, mais je peux concevoir mes produits, fabriquer mes produits ailleurs et les livrer là-bas, ou je peux vouloir avoir une démarche de transformation industrielle locale. Et je crois que vous avez pris plutôt cette option-là. Je crois que vous avez bien résumé les différentes possibilités. Soit on fait une antenne commerciale et on attaque le marché sur place en essayant de pousser nos produits, soit on s'implante localement de manière plus importante. Alors en fait, le choix a été fait à travers des analyses assez détaillées qui ont commencé en 2016, dès début de 2017, on commençait déjà à chiffrer tous les scénarios possibles et on a vite compris en fait que pour pouvoir vendre en Chine, il faut pouvoir vendre des systèmes moins chers et surtout avec une capacité de service importante. Le marché chinois attend par rapport à l'Europe une réactivité immédiate du fournisseur par rapport à un produit qu'il a acheté, que ce soit dans l'industrie ou dans le monde des particuliers. D'accord. Donc là, si je reviens historiquement, on est aux alentours de fin 2017. Vous décidez d'aller vous installer en Chine et pas simplement commercialement. Et j'imagine que ce choix a eu des conséquences importantes à la fois sur vos équipes, sur les besoins en ressources, etc., en ressources humaines en particulier. Pourriez m'en parler un petit peu? En fait, le choix qui a été proposé au conseil d'administration et qui a été validé effectivement fin 2017, c'était un modèle progressif et prudent qui, en tout état de cause, mettait en avant une présence locale. Alors, il y avait une présence et une implantation locale commerciale et marketing à Pékin,
et une présence industrielle et services à Shanghai. Et autant la partie marketing et vente apparaissait comme une évidence à tout le monde, notamment à toute l'équipe, pour être plus efficace sur le marché, autant la partie industrielle, en fait, a rapidement généré des interrogations et des craintes de l'équipe, du fait de tous ces exemples d'échecs industriels connus des sociétés européennes qui se sont, il faut le dire, plantées en Chine. Ça a poussé certains de nos collaborateurs à refuser cette stratégie, quitter l'entreprise, pour dire que c'est quand même assez, on voit bien qu'on touche le nerf et que le risque était considéré comme très très important par tout le monde. Donc l'idée, en fait, c'était fondamentalement de voir une approche progressive, prudente et de gérer le risque. Il faut bien voir que pour pouvoir faire plus de 30 millions de chiffres d'affaires, dans l'analyse stratégique qu'on avait fait, il fallait pouvoir livrer nos services sur le marché le plus important, donc il fallait aller en Chine. Et du coup, vous avez fait comment pour gérer tous ces problèmes? Alors là, on a eu de la chance, je dirais. Bon, alors il y a la chance, c'est toujours pareil, hein, ça se cultive. On a pu, notamment grâce à iDev, avec qui on avait un recrutement en cours, justement pour rechercher notre directeur industriel en Chine. On est tombé sur un profil assez rare d'une personne qui avait vécu comme directeur industriel, un Français, 11 ans en Chine, et qui avait vécu finalement cette implantation industrielle d'une société française à Pékin, progressive, avec succès, et qui était capable de nous décrire finalement tous les enjeux de cette opération. Alors, il souhaitait pas aller en Chine, finalement. Il voulait pas y retourner, il avait passé 11 ans, il voulait s'installer en France, donc c'était pas notre candidat, mais il en savait tellement que du coup, on a modifié l'approche. Il est devenu consultant pour nous, il a fait une prestation de management de transition pour nous, de consulting, pour nous aider à élaborer cette stratégie Chine, et ça a été un atout extraordinaire. Et en plus, il nous a même permis de trouver un profil extrêmement intéressant aussi, et aussi rare que le sien, qui était un de ses anciens collaborateurs, pour devenir notre directeur industriel Chine. Donc non seulement il nous a aidé à élaborer la stratégie en connaissance de cause, mais en plus il nous a permis de trouver notre candidat. Et tout ceci était tellement bien que même un an plus tard, nos routes se sont recroisées et que finalement il est devenu notre directeur industriel monde et non pas Chine. Donc c'était vraiment une bonne opération qu'on a faite au démarrage du recrutement iDev au début. C'est une belle histoire en tout cas. Aujourd'hui, quel bilan vous tirez donc finalement de ce process de transformation? Et question subsidiaire, c'est est-ce que vous referiez autrement aujourd'hui à la lumière de cette expérience, ou est-ce que vous referiez tout pareil? Alors c'est toujours la question difficile parce quand on regarde, on n'a pas fait les chiffres qu'on voulait. Il faut être honnête. Les volumes qu'on avait imaginés dans notre rêve de conquête de l'Est ne se sont pas réalisés. Néanmoins, on est implanté en Chine, on a une part de marché, on est présent, on gagne des appels d'offres, on avance beaucoup plus difficilement et beaucoup plus lentement qu'on l'imaginait, mais on est présent. S'il fallait que j'en tire un bilan et je me dise, est-ce que tu ferais différemment? La réponse est non. Je confirme que le marché chinois est un marché passionnant, prometteur et extrêmement difficile. Je confirme que, qu'on le veuille ou non, les règles de la Chine sont des règles qui vont progressivement, si ce n'est s'imposer au monde économique, du moins le façonner fortement. Et je pense que pour une entreprise, comprendre ces règles, les maîtriser, c'est un atout considérable. Donc voilà, la réponse est, je referai pareil, mais voilà, il faut s'entourer de compétences, de gens qui ont vécu là-bas, il faut être sur place, grosso modo, pour pouvoir faire une croissance sur un marché global dont la Chine est un des leaders. En fait, il faut être chinois. Il faut être chinois au sens qu'il faut être implanté en Chine. Voilà. Pierre, merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation.
Je vous en prie. Merci, en espérant que ça puisse être utile à d'autres entrepreneurs qui se demandent comment approcher ce marché et comment faire de la croissance dans cet environnement-là. Merci bien.